Bonjour, bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Alors que le prix du gaz explose, ravivant le spectre d'une crise économique, sociale et environnementale à l'échelle de l'Union, ici à Bruxelles, on s'interroge sur la meilleure façon de répondre à cette flambée des prix. Faut-il faire des achats groupés, comme le propose l'Espagne, ou alors réformer le marché européen de l'électricité pour éviter cet alignement actuel des prix de l'électricité sur ceux du gaz? Oui, un grand oui, dit la France, qui tire 70% de son électricité du nucléaire, une énergie de plus en plus contestée, en particulier à l'ouest du bloc, mais qui pourrait s'avérer être la seule solution pour parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050. Ce sera l'objet de l'édito de Jean Quatremer. Alors aujourd'hui, pour en débattre, nous accueillons Manuel Bompard. Vous êtes chef de la délégation de la France Insoumise au Parlement européen et également membre de la commission ITRE, Industrie, Recherche, Énergie. Alors si je ne m'abuse, vous êtes quand même favorable, vous plutôt, à la sortie progressive du nucléaire, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, vous nous expliquerez ça plus en détail un peu plus tard et vous confronterez votre point de vue avec nos deux spécialistes des questions européennes, pas forcément d'accord avec vous. Alors, Anna Hubert, vous êtes journaliste chez Contexte. Alors, ça tombe bien, votre dada, c'est l'énergie, c'est bien ça? Oui, énergie-climat, et c'est au cœur de l'actu en ce moment. Donc. J'espère que vous nous expliquerez certains détails un peu complexes, notamment sur le marché unique de l'électricité. Et puis, nous avons notre Jean Quatremer, que je ne présente plus. Alors, ça gage, Jean Quatremer, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de ce jeu de mots un peu farfelu, mais c'était plus fort que moi. Alain Manavermo n'est pas mort, c'est bien, ça fait plaisir. Alors, votre truc à vous, c'est plutôt l'atome, n'est-il pas? Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que l'atome, oui, absolument. Bon, alors de là à dire que vous êtes un élément radioactif, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Et tout de suite, pour passer au débat, Julien Gasparuto, le correspondant de France Télévisions à Bruxelles. Il va revenir sur nous, sur cette flambée des prix en Europe et puis sur les mesures préconisées par la Commission pour adoucir la facture des consommateurs européens. Que peut faire l'Europe face à la flambée des tarifs de l'énergie? La Commission européenne recommande de baisser les taxes, et notamment la TVA, de verser des aides directes comme le chèque énergie ou encore d'accepter des reports de paiement de factures. Mais à deux conditions: 1. Que ces mesures soient temporaires et 2. Qu'elles soient destinées aux plus démunis. Et pour trouver cet argent, la Commission européenne demande aux États membres d'aller piocher dans les recettes supplémentaires qu'ils ont encaissées suite à la hausse du prix du carbone. Member States received an additional 10.8 billion euros in the first 9 months of 2021 compared to the same period in 2020. There is no limit to how much of this can be used to protect vulnerable households. Mais l'Union européenne doit aussi trouver des solutions à long terme, car elle importe en moyenne 60% de son énergie et elle reste donc très dépendante de ses fournisseurs, et notamment de la Russie. La Commission européenne réfléchit donc à deux pistes. 1. Des achats groupés de gaz comme elle l'a fait pour les vaccins et 2. La constitution de réserves stratégiques. Mais pour gagner en autonomie, Bruxelles demande surtout aux 27 de booster les énergies renouvelables, un moyen aussi de conserver ses objectifs en matière de transition écologique. Merci beaucoup Julien Gasparuto pour ces précisions. Alors Manuel Bompard, côté français, la grogne, elle vise essentiellement le fonctionnement du marché unique de l'électricité que Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a jugé aberrant parce qu'il est trop lié aux évolutions du prix du gaz, alors qu'on l'a entendu, 70% de notre électricité provient de ces centrales nucléaires. Est-ce que vous partagez ce diagnostic qui a été posé par le ministre? Est-ce que vous pensez que c'est la faute au marché unique de l'électricité? C'est lui qui serait à blâmer dans l'augmentation, la flambée des prix? Je pense qu'il y a une responsabilité du marché de l'énergie qui est organisé à l'échelle européenne dans l'augmentation du prix du gaz et dans l'augmentation aussi du prix de l'électricité. C'est peut-être ma nuance avec Bruno Le Maire. Je veux dire que la situation, elle est quand même dramatique. On parle en France, si on additionne l'ensemble des augmentations, de quasiment 70% d'augmentation du prix du gaz depuis le début de l'année, 35% d'augmentation du prix de l'électricité en Espagne, pour donner cet exemple-là. Ça frappe des gens qui sont déjà touchés, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. On parle de... Le Secours populaire a fait une étude, un tiers des personnes interrogées par le Secours populaire disent on a des difficultés à boucler nos factures. Donc on remet en cause le marché de l'énergie au niveau européen. Moi, j'y suis favorable. Néanmoins, il ne faut quand même pas nous prendre
prendre pour des imbéciles. Depuis la libéralisation, parce que la libéralisation, monsieur le maire, il était d'accord avec, depuis la libéralisation du marché, que ce soit sur le gaz ou l'électricité, il y a à peu près 60 à 80% d'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. On n'a rien gagné, nous, citoyens, dans cette situation. On a juste gagné le fait d'être dérangé au téléphone une fois par mois pour nous proposer de passer sur un autre fournisseur d'électricité. Donc moi, je suis pour, pas seulement réformer, je suis pour mettre un terme à la libéralisation du secteur de l'énergie et permettre aux États de revenir à des pôles publics qui permettent d'organiser, par la puissance publique, la distribution du gaz ou de l'électricité. Et avec des coopérations entre les différents services publics européens, donc des interconnexions préservées. Bien sûr, nécessairement. Il ne s'agit pas de dire qu'on va être autonome d'un point de vue énergétique et qu'on n'échange pas de l'électricité ou du gaz avec les autres pays. Mais si on avait la capacité de gérer par la puissance publique le gaz et l'électricité, par exemple, on pourrait mettre en place une tarification progressive. Dire les premières tranches, elles sont gratuites, puis après, quand on surconsomme, on paye plus cher. C'est pas normal qu'on paye le même prix pour se chauffer ou pour chauffer sa piscine. Je pense que tout le monde peut le comprendre. On pourrait mettre en place et supprimer une partie des taxes. Notamment la TVA qui est à 20% qu'on pourrait, certains pays font là pour l'instant. Qu'on pourrait descendre. Certains pays disent qu'ils vont le faire. On va voir si la Commission l'accepte ou pas. Donc voilà, je pense que la question de considérer qu'un certain nombre de biens indispensables à la vie courante, l'énergie en fait partie, ne doivent pas être soumis à des logiques du marché. Je pense que c'est un débat qu'on peut avoir. Je sais que l'Union européenne ne le permet pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la proposition politique que je porte. Alors, Jean, moi j'entendais Bruno Le Maire, il disait que le mégawattheure d'électricité sort à 40 € des centrales nucléaires. Elle vaut plus de 110 € sur le marché. Est-ce qu'on doit, selon vous, imposer aux consommateurs français le prix qui se fabrique en Europe, alors qu'en France, il est beaucoup moins cher? On est dans une logique de marché. À partir du moment où on est dans une logique de marché, c'est normal. Le prix du gaz augmente, on a besoin d'énergie, le prix de l'électricité augmente. Mais je rebondis sur ce que vient de dire M. Bompard, parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense qu'il y a eu un problème idéologique majeur dans l'Union européenne au début des années 2000. Je veux dire que la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité n'obéissait à aucune logique économique. C'était vraiment de l'idéologie pure. On a fait pour le gaz et l'électricité, qui sont nécessaires à la vie, au chauffage, à l'électricité, etc., on a fait comme si c'était, je dirais, du papier toilette. Voilà. Il y a concurrence sur le papier toilette. C'est pas la même chose. Mais ici, ils l'ont cru. Vous savez, quand Poutine, qui n'est pas quand même Poutine, c'est pas du tout mon genre de beauté. Mais quand il accuse la Commission de dire, de dire que c'est de la faute de la Commission si on en est là, parce que la Commission, au nom de sa logique de concurrentielle, a mis fin au contrat à long terme, à prix garanti que la Russie signait avec un certain nombre de fournisseurs de gaz en Europe, en disant non, ça doit être le marché spot, c'est-à-dire le prix du gaz au dernier moment, et pas question d'avoir des contrats à long terme. Parce que ça, c'est pas concurrentiel. Ce qui est vrai, c'est pas concurrentiel, mais c'est du gaz. Donc aujourd'hui, en 2018, donc on a mis fin à ce marché, à ces contrats à long terme. Gazprom n'était pas du tout d'accord. Et aujourd'hui, Poutine dit écoutez, c'est votre problème. Vous avez été pris, encore une fois, au piège de votre idéologie. Donc, tout le marché du gaz et de l'électricité, c'est vrai, doit être remis sur la table parce que je crois qu'on a fait une erreur idéologique le moment de ce qu'on a appelé, ce que vous appelleriez, mais l'ultralibéralisme. Mais moi, j'appelle ça plutôt le libéralisme imbécile, l'incompréhension de ce que doit être un marché libre. Coupé de la réalité, en fait. Alors, la Commission de régulation de l'énergie en France, elle le dit, alors c'est juste pour essayer peut-être de montrer s'il y a des bons côtés à cette libéralisation, elle montre que le marché a jusqu'ici bien fonctionné, le marché européen, avec des périodes de prix très bas et aucun scénario de blackout. Est-ce que c'est suffisant pour justifier le fonctionnement actuel? Est-ce que selon vous, il mérite quand même une révision? D'abord... déjà, il faut savoir qu'il a été révisé très récemment. Le marché de l'électricité, ça a été révisé en 2018. On parle là de réviser de toute façon avant même la crise. On parlait de réviser le marché du gaz en décembre. La Commission aura une proposition en ce sens-là. Effectivement, je pense qu'il y a on n'a peut-être pas baissé les prix autant qu'on l'aurait voulu, mais il y a des avantages. En tout cas, ce que dit la Commission européenne, c'est que ça a évité ces blackouts, ces coupures d'électricité. La France est elle-même bien contente, elle-même dépendante de ses voisins européens plusieurs jours dans l'année. Et ça permet aussi à EDF, à notre nucléaire, justement, d'être largement vendu sur le marché européen. Donc parce qu'ils en ont profité, ils ont quand même exporté énormément, à part cette petite période. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre, encore une fois, remettre en cause la logique de marché qui prédomine actuellement sur le marché du gaz et l'électricité, donc c'est-à-dire les échanges entre les États. Les interconnexions doivent rester, et on doit accepter que, par exemple, les Italiens achètent des centrales en France, que nous achetons des centrales en Italie, en Allemagne, etc. Ça, oui. Mais la façon dont ça fonctionne, comme si c'était
traiter une marchandise comme une autre, c'est ça qu'on doit remettre en cause. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec c'est vous. dingue, vous voyez. Ça m'étonne quand même de voir Jean-Pierre Comer ça arrive, et c'est très bien. sur la France Insoumise. Mais il faut quand même que les gens... C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Non, bien sûr. Pour les gens, c'est que sur votre facture d'électricité ou de gaz, il y a une partie, sans doute, et c'est certain, qui est une répercussion du prix d'achat du gaz sur le marché mondial. Je ne le conteste pas, et quand le prix augmente sur le marché mondial, il augmente sur la facture. Mais il y a une nouvelle ligne, quand on est dans un marché qui est libéralisé, qui sont les dividendes qu'on verse aux fournisseurs d'électricité. Cette ligne-là, vous la payez. Alors que si vous êtes dans un système d'une organisation publique de la distribution de gaz et de l'électricité, vous ne la payez pas. Nous, on a fait un calcul en France, juste en France, aujourd'hui. C'est que si vous prenez juste 10% des bénéfices des fournisseurs, vous pouvez baisser la facture de gaz et d'électricité de 500 €. Je crois qu'on en aurait bien besoin aujourd'hui. C'est assez colossal. Alors la France parle de révision de ce marché européen de l'électricité. En ça, elle est soutenue notamment par l'Espagne qui a beaucoup misé ces dernières années sur le développement des renouvelables. Mais Madrid suggère aussi de créer des réserves communes de gaz. Alors concrètement, de quoi s'agit-il? David Brasseur est allé poser la question à l'eurodéputé espagnol Javier Moreno Sánchez. Écoutons-le. Le président du gouvernement espagnol a été le premier à mettre ça sur la table, comme il avait fait à l'époque de la pandémie avec le plan Marshall qu'il avait proposé déjà à l'époque. Et en fait, ce qu'il propose, c'est ce qu'on a fait pour les vaccins, c'est-à-dire c'est un problème européen qu'on doit traiter avec une réponse européenne. Donc, entre autres, il propose qu'on ait un système d'achat conjoint des pays, qu'on crée des réserves, qu'on ait une sécurité énergétique. C'est peut-être un premier pas vers une union de l'énergie. Alors, Manuel Bompard, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? C'est vrai que la stratégie vaccinale a assez bien fonctionné et personne ne misait là-dessus. Alors, je ne sais pas si la stratégie vaccinale a bien fonctionné, mais ça serait un autre débat. Mais en tout cas, je comprends la philosophie qui consiste à dire si on achète ensemble, si on achète à plusieurs, on va payer moins cher. Je comprends aussi la philosophie qui consiste à dire on va essayer de stocker pour faire en sorte que quand il y a une période où le prix augmente très fortement, on a nos stocks stratégiques. Néanmoins, je suis extrêmement dubitatif sur la proposition parce que ça devrait ensuite s'accompagner de répondre à la question de quelles infrastructures de stockage aujourd'hui. Est-ce que les infrastructures existantes de stockage de l'énergie en Europe sont suffisantes ou est-ce qu'il faudrait avoir des investissements? Et il me semble, mais ça après ça peut être un débat politique, qu'aujourd'hui décider qu'on va investir dans des infrastructures pour le gaz alors qu'on dit tous que l'enjeu c'est de sortir des énergies carbonées, donc de faire en sorte de se passer du gaz dans les prochaines années, à mon avis là il y a un problème. D'ailleurs, on a pointé la décision notamment du Parlement, de la Commission européenne au début de l'année 2020 de financer de nouvelles infrastructures gazières. Ça a créé un débat au sein de l'Union européenne. Moi, j'y étais opposé parce que je pense qu'aujourd'hui, les investissements doivent aller davantage dans le développement des énergies renouvelables et de sortir de cette dépendance. Alors, Anna Hubert, ça vous semble... Je sais que la Commission a dit qu'elle allait étudier la question. Ça vous semble... Oui. En fait, c'est une question qui n'est pas c'est une solution qui n'est pas du tout nouvelle. Là, l'Espagne la met sur la table, mais elle avait déjà été mise sur la table en 2009 lors d'une précédente crise, justement, sur de fourniture du gaz qui mêlait Ukraine, conflit russo-ukrainien, et qui avait été étudiée par la Commission. Elle avait jugé à l'époque que les inconvénients dépassaient les avantages. Elle a été remise sur la table cette question de l'achat groupé en 2016-2017. Et là encore, des accords politiques, parce qu'on a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui sont très favorables à un mécanisme de marché, pas du tout à cette régulation. Et puis, est-ce qu'on a techniquement... L'autorégulation du marché, quoi. Est-ce qu'on a techniquement aussi les moyens, la Commission a-t-elle les moyens de mettre en place ces achats comme elle l'a fait donc, très ponctuellement pour le Covid? Là, on parle de quelque chose qui serait à mettre en place sur la durée. Alors, l'Europe paye aussi le prix de sa dépendance, en particulier du gaz russe. Doit-on pour autant blâmer Moscou pour cette flambée des prix? Joël Mélin, eurodéputé du Rassemblement national, a répondu à cette question au micro de David Brasseur. On l'écoute. La Russie est souveraine sur les prix qu'elle pratique. Nous sommes actuellement dans une hypocrisie totale à l'égard de la Russie, en lui imposant un blocus dans certains domaines, en la mettant au banc des nations, mais on est très heureux de récupérer 30% de gaz allemand qui en fait est du gaz russe. Donc nous ne la blâmons absolument pas et elle a encore, je vais dire, d'une certaine manière, la courtoisie de nous envoyer du gaz. Elle pourrait aussi ne pas l'envoyer pour nous renvoyer un peu là-bas le regard des prix agricoles et de tout ce qui a bougé en Europe. Donc elle mène sa politique. Il convient qu'on la respecte beaucoup plus qu'on ne le fait. Il convient que nous puissions bénéficier de son gaz. Nord Stream 2 est une très belle réalisation. Il faut que la France et l'Europe, particulièrement l'Europe de l'Ouest, en profitent.
Alors merci aux Russes et à leur courtoisie de lui envoyer ce gaz. Que ferait-il sans les débouchés du marché européen? Mais ça, c'est encore une autre question. Alors Jean Quatremer, je me tourne vers vous. Il y a un groupe, un groupe proche du Kremlin qui est soupçonné, ça c'est une enquête des eurodéputés, ils l'ont lancé, d'avoir réduit ses approvisionnements de gaz passant par l'Ukraine, pour pousser l'Allemagne à accélérer l'ouverture du fameux gazoduc Nord Stream 2. Qu'en pensez-vous? Moi, j'avais envie de dire la faute à la Russie, la faute à l'Europe dans cette histoire de dépendance? D'abord, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas un détail, ce que vient de dire la députée du Rassemblement national. Parce que la Russie... C'est un autre débat, j'ai dit, c'est pas un détail du tout. Je ne parle pas de détails de l'histoire, moi, monsieur. On est au cœur du débat, parce que nos amis russes, en l'occurrence, ils sont totalement dépendants de nous, même si nous sommes dépendants d'eux. Qu'est-ce qu'exporte la Russie aujourd'hui en dehors de son gaz? Rien. Où est-ce que la Russie peut exporter son gaz en dehors de l'Union européenne? Nulle part. Il n'y a toujours pas de gazoduc vers la Chine. Il est en construction, il est en projet et ils n'ont pas beaucoup d'installations de gaz liquéfié. Donc c'est très compliqué pour eux. Donc ils sont largement dépendants de nous. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une partie de bras de fer derrière Nord Stream qui est très intéressante et qui concerne l'Union européenne. Les Russes ne veulent pas que le gazoduc Nord Stream 2 soit soumis aux règles de concurrence européenne. Vous savez, comme c'est un tuyau, normalement, dans le tuyau, peut transiter du gaz russe, mais pourrait transiter du gaz martien, jupitérien, ce que vous voulez. Je ne connais pas assez le marché du gaz pour savoir ce qui pourrait transiter par ce fichu tuyau, mais il en serait question. Et Poutine dit non, moi, ce tuyau, d'abord, c'est moi qui l'ai construit pour une bonne partie, donc je veux juste faire passer mon gaz. Et donc, moi, je n'exclus pas du tout que dans les semaines à venir, on ait un magnifique sommet russo-Union européenne où on se retrouve avec le camarade Poutine pour dire, bon, écoutez, finalement, on comprend vos problèmes, vous allez nous augmenter, surtout quand l'hiver va arriver, vous allez voir, parce qu'il y a des pays qui vont avoir froid. Vous allez envoyer un maximum de gaz et on va faire une exception concurrentielle pour les 5 ou 10, je ne sais pas ce qu'en pense Anna, mais les 5 et 10 prochaines années. Non, je suis d'accord et je suis assez choquée par le propos de... Lorsqu'on parle de courtoisie, je trouve ça assez bizarre parce qu'effectivement, la Russie n'a fait que honorer ses contrats. Elle s'était engagée dans des contrats à long terme, elle les a honorés. Ce qu'elle n'a pas fait, effectivement, c'est profiter peut-être de cette hausse des prix pour fournir un peu plus de gaz. C'est-à-dire, si on a juste une logique de marché, on se dirait la Russie serait bien contente de voir des prix assez élevés et de proposer aux Européens son gaz. Ce qu'elle n'a pas fait, effectivement, beaucoup la soupçonnent de vouloir faire pression pour cette histoire C'était quand même un levier diplomatique. Qu'est-ce que vous en pensez, Manuel Bompard? D'abord, je pense qu'il faut dire ni merci à la Russie, parce que, pardon, mais on l'achète son gaz, donc par ailleurs, elle en est... C'est vrai. Mais ni la blâmer et considérer qu'elle est responsable de tous nos problèmes sur le sujet. Je pense qu'on en a parlé. La Commission, l'Union européenne, l'organisation du marché d'énergie ont une responsabilité importante. Sur Nord Stream, moi j'ai juste 2 choses à dire. Premièrement, il n'est pas normal que l'Union européenne aujourd'hui soit soumise à des injonctions nord-américaines sur l'idée il faut empêcher ce gazoduc parce que vous comprenez, c'est la Russie. Et, avec un renversement à la fin. On n'a pas de raison d'être alignés sur tels ou tels intérêts. On a le droit d'avoir notre politique indépendante. Une fois qu'on a dit ça, on peut après se poser la question de savoir, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, si vraiment l'enjeu c'est de sortir de la dépendance par rapport au gaz, s'il faut encore des nouvelles infrastructures. Les infrastructures existantes aujourd'hui dans l'Union européenne pour importer du gaz, elles ne sont pas utilisées à 100%. Donc je ne crois pas qu'il y ait besoin d'infrastructures supplémentaires. Mais là, ça pose une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette dépendance? Donc on peut en parler, je crois qu'il y a un débat sur la question du nucléaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelle politique de sobriété énergétique, quelle politique d'efficacité énergétique, quelle politique de rénovation thermique des bâtiments pour mettre un terme aux passoires thermiques. En tout cas, je crois que l'enjeu, ça doit être de sortir de notre dépendance au gaz. Justement, nous allons en parler, comment sortir de la dépendance. Pour Jean Quatremer, et ça va faire l'objet de votre édito. Prenez place, Jean Quatremer. Je sais que ça vous prend un tout petit peu de temps. J'ai même fait la transition. Bouger, voilà mon Merci âge. beaucoup, vous avez fait la moitié de mon job. Alors voilà, est-ce que l'énergie nucléaire est la seule solution pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050? Réponse dans l'édito de Jean Quatremer. C'est un éléphant assis au milieu de la pièce. Cet éléphant, c'est le refus de voir qu'avec les sources d'énergie actuelles, l'Europe, mais aussi le monde, n'a aucune chance de parvenir à la neutralité carbone d'ici 30 ans et donc d'enrayer le changement climatique. Même en imaginant un essor rapide des énergies renouvelables, cela ne suffira pas à combler les besoins en énergie du vieux continent. Sauf bien sûr à entrer en décroissance rapide, un fantasme des écologistes les plus fanatisés qui impliquerait la mise en place de régimes dictatoriaux afin de contraindre les populations à changer leur mode de vie.
il existe bien un moyen et un seul de parvenir rapidement à une production énergétique décarbonée suffisante, et c'est le nucléaire. C'est une énergie qui ne produit pas de CO2, comme en témoigne l'excellent bilan de la France, dont les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 20% entre 1990 et aujourd'hui, alors que son PIB a augmenté de 60%. L'Hexagone se situe désormais dans le peloton de tête des pays les plus vertueux de la planète. Certes, le nucléaire produit des déchets qui poseront un problème à long terme, mais l'urgence est de lutter contre le changement climatique maintenant. La solution est donc évidente, même si construire des centrales prend du temps. Sans nucléaire, l'Europe et le monde n'empêcheront pas les catastrophes climatiques à venir. Mais voilà, Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011 ont rendu cette énergie radioactive, si je puis dire, même si dans le premier cas, la catastrophe est due à un système de gouvernance et dans le second, à un tsunami qui a fait la quasi-totalité des victimes. C'est d'ailleurs à la suite de Fukushima que l'Allemagne, qui pourtant ne risque pas d'être ravagée par un tsunami, a décidé de sortir unilatéralement du nucléaire. Depuis, les pays d'Europe de l'Ouest, sauf la France et la Finlande, exigent que tout le monde sorte du nucléaire et font pression sur la Commission pour qu'elle considère cette énergie comme plus nocive que le pétrole ou le gaz. Il faut oser. Bref, qui va l'emporter? Le principe de réalité qui impose des solutions urgentes ou l'idéologie antinucléaire qui risque d'accélérer le changement climatique? Chaque jour passé à tergiverser nous rapproche de la catastrophe finale. Alors, merci beaucoup Jean Quatremer. Je vous voyais sourire quand même sur l'utilisation des termes utilisés par notre chroniqueur. Alors, vous êtes pour une sortie progressive du nucléaire. Vous venez de l'évoquer, mais est-ce que vous pourriez un petit peu plus nous expliquer comment on fait si on n'utilise pas le nucléaire pour arriver aux objectifs que s'est fixé la Commission? D'abord, je voudrais dire que, contrairement à ce qu'on croit parfois dans le débat public, effectivement, on a un parc nucléaire, en l'occurrence en France en particulier, mais ce parc, il arrive à la fin de sa durée de vie. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas de savoir si on a un parc existant qui pourrait continuer à vivre et si on en sort. La question est de savoir si on met l'argent dans le renouvellement de ce parc, dans la prolongation de sa durée de vie, ou est-ce qu'on met cette même somme d'argent dans la promotion d'alternatives. Ce qu'on appelle le programme qui s'appelle le grand carénage, qui est nécessaire si on veut pouvoir faire en sorte que nos centrales aillent au-delà de 2040, ça coûte 100 à 150 milliards d'euros. Moi, je considère que ces 100 à 150 milliards d'euros, il vaut mieux le mettre dans le développement des énergies renouvelables. Après, la question qui est posée, c'est de savoir si on est en capacité de produire la même puissance que ce que le nucléaire produit aujourd'hui en énergie renouvelable. Il ne faut pas raconter d'histoire sur ce sujet. La réponse est non. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des scénarios très sérieux, scénario Négawatt, qui dit 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est celui auquel je me réfère. Il passe par le développement des énergies renouvelables et par la baisse de la consommation. Ça ne fait pas de moi un fanatique, Monsieur Quatremer, que ça devait arriver. Mais c'est le fait, par exemple, si vous mettez un terme aux passoires thermiques, il n'y a rien de très fanatique là-dedans, vous faites des économies d'énergie. Si vous éteignez les éclairages la nuit, vous faites des économies d'énergie. Donc il y a un scénario très concret, ça s'appelle le scénario Négawatt, et il permet de dire, comme ça, on peut faire 100% d'énergie renouvelable en 2050. Je dis une dernière chose et je m'arrête là. Je comprends que ça puisse être un débat, il n'y a pas de problème, on peut en débattre. Moi, je dis juste... Ok, vous pouvez dire que le nucléaire ne produit pas d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, il y a quand même une petite difficulté. C'est qu'il y a un enjeu de sécurité et un enjeu notamment de refroidissement des centrales. Vous avez aujourd'hui des centrales, dans l'été dernier, il y a eu 4 réacteurs sur 10 qu'on a dû mettre à l'arrêt parce qu'on n'était pas capable de les refroidir. On est tous sur des scénarios où il y a une hausse de la température de 1,5 si on est très fort, 2 si on n'est pas mauvais, 3,5 si on continue comme ça. Qui, ici, va prendre le risque qu'en 2050, vous avez déjà la température qui continue à augmenter, vous avez des centrales à refroidir alors qu'on a déjà des difficultés pour le faire aujourd'hui. Vous avez une centrale en France qui est au bord de l'océan Atlantique. Il va y avoir une hausse du niveau de la mer. Qu'est-ce qu'on fait sur cette centrale? Moi, je dis juste, je pense que ce n'est pas responsable de considérer qu'on peut continuer avec ça. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que si on veut préparer l'avenir, il faut investir, il faut y mettre de l'énergie, c'est vrai. Ça ne va pas être facile, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre perspective, à mon avis, que celle d'organiser ce 100% d'énergie renouvelable en 2050. Alors, Anna, est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à miser sur le nucléaire? Est-ce que c'est une des seules solutions? Est-ce qu'on doit l'accepter, au moins une partie, dans le bouquet énergétique européen? C'est le gros débat en ce moment dans l'Union européenne qui est porté par la France. On l'a dit, c'est normal, c'est 70% de notre mix énergétique, c'est que 25% du mix européen, le nucléaire. Il y a 13 États qui n'ont pas recours, qui ne produisent pas, qui n'ont pas de réacteurs, qui ne produisent pas de nucléaire. Et
la crise des prix de l'énergie vient servir un petit peu les arguments français, avec cette idée que si on veut être moins dépendant de la Russie, il faudrait peut-être voir ce qu'on a à la maison. Et à la maison, on a beaucoup de nucléaire, en tout cas en France. On pourrait le développer. On parle de petits réacteurs, on parle de prolonger la durée de vie des centrales, donc on pourrait le développer. Et cet argument qui n'est pas nouveau, l'argument de la dépendance, il pourrait résonner de plus en plus dans cet environnement européen où on se dit que finalement, il faudrait peut-être plus vite que prévu abandonner nos contrats russes ou norvégiens pour le gaz. Alors Anna, c'est vous qui aurez le mot de la fin, parce que et là, je dois déjà mettre un terme à ce débat. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu. Merci Jean, merci Anna. Cette émission a été préparée par Alexandre Rougier, Eva Beng, avec le soutien d'Hélène Leroux et de Marie-Thérèse Rambaud. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe.